Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Magnifique. Merci d'être avec nous. Je sais combien l'emploi du temps est plus que chargé. Monsieur le ministre, cher Olivier, j'ai plein de questions à vous poser. Merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous, dans un cadre magnifique que je découvre pour la première fois et qui est vraiment superbe. C'est un lieu absolument tout à fait... Il n'y a pas les montagnes, Guy. Non, il n'y a pas les montagnes. Alors, je vous propose de nous projeter vers le futur. On ne va pas parler de la pandémie, on va parler du futur en essayant de repenser l'organisation de la prévention, des soins et de la réhabilitation à l'aune de ce qui vient d'être vécu, bien sûr, et concrètement, on peut dire qu'il y a du boulot. Beaucoup d'argent a été mis sur la table et vous en rajoutez avec le nouveau projet de loi de finances pour fournir le carburant, ce dont nous vous remercions. Mais les institutions, les organisations sont restées grosso modo les mêmes. Or, le concept Poinels d'une santé globale nous oblige à sortir de nos petites chapelles qui s'ignorent tout en dépensant beaucoup d'énergie pour rien. Ma première question aura pour objet la santé publique. Parents pauvres du système, dernier choix à l'internat avec la médecine du travail. Averti de ce retard, vous avez lancé 3 missions pour tenter de renverser la vapeur. Une confiée à Franck Chauvin sur l'organisation de la santé publique, une autre à Aude Niadanu et Pauline Martineau sur la santé grand public, et la troisième à Julien Delpech et Éric Vibert sur la formation flash des professionnels en cas de crise. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. D'abord, on ne change pas des structures d'intervention sanitaire en pleine crise sanitaire. Il faut de la stabilité, il faut de la réactivité, il faut de l'adaptabilité. Par définition, Guy, quand une crise sanitaire survient, d'ailleurs quand une crise survient et qu'elle éclate, c'est qu'elle n'a pas pu être anticipée. Sinon, il n'y a pas de crise. Une crise pandémique liée à un virus inconnu qui émerge sur la planète et qui envahit le monde entier, par définition, il n'est pas anticipable. La question qui se pose, c'est est-ce que les outils dont nous étions dotés et dont nous sommes dotés actuellement sont de nature à nous permettre de réagir de la meilleure manière qui soit face à ce type de crise quand elle survient. Nous avons un bel outil de santé publique, Santé publique France, qui est une instance qui est extrêmement performante sur les campagnes de prévention, qui est extrêmement performante sur les questions de santé publique générale. Nous avons un maillage territorial régional qui s'est étoffé au cours du temps, en lien avec les agences régionales de santé, je pense ce qu'on appelle les CIR notamment. En termes de gestion de crise sanitaire, je pense qu'il nous faudra apporter une réflexion, ce qu'on appelle un rétex, pour pouvoir renforcer nos outils à la fois de prévention et de réaction. C'est l'objet de la mission qui a été confiée à Franck Chauvin, qui va d'ailleurs au-delà de cette seule question, c'est comment réorganiser aussi les organismes de santé publique, les écoles de formation à la santé publique. C'est une très belle discipline, la santé publique. Je ne suis pas sûr qu'elle parle à tous les Français. Je ne suis pas sûr que si vous posez la question à 100 Français, il y ait une majorité qui soit capable de vous dire ce que représente la santé publique. Et en réalité, quand on met des mots derrière, la promotion de la santé, la prévention de la santé, la gestion des crises sanitaires, ça devient tout de suite plus intéressant, plus attractif et ça parle aux gens. Je le disais, c'est une très belle discipline. Nous avons besoin d'avoir des acteurs bien formés. Nous avons besoin de diversifier les profils. Je l'ai vu pendant la crise sanitaire. On a besoin d'avoir des acteurs du civil, mais aussi du domaine militaire. On a besoin d'avoir des ingénieurs. On a besoin d'avoir des gens qui pensent, qui raisonnent, et des gens qui agissent. On a besoin de renforcer notre structure logistique. Mais ça, honnêtement, je crois, et la campagne vaccinale l'a montré, qu'au fil du temps, nous l'avons renforcé. Il y a une deuxième mission qui traite de la question notamment des formations flash aux professionnels de santé en cas d'alerte. On n'est pas mauvais en France, je le dis. Entre la première et la deuxième vague, ce sont des milliers de soignants qui ont été formés dans les établissements de santé ou en ville d'ailleurs aux gestes de réanimation pour des patients qui présentent un SDRA, un syndrome respiratoire aigu, pour pouvoir prêter main forte à leurs collègues en anesthésie ou en réanimation. Énormément d'infirmières de bloc ou d'infirmières de service sont allées prêter main forte à leurs collègues en réa et ont acquis un savoir-faire. Et dans les structures sanitaires régionales, les ARS notamment, un grand nombre d'acteurs ont appris à gérer une crise. J'ai un DG d'ARS qui me disait que la personne qui était en charge jusqu'à présent des relevés d'eau dans ces territoires s'est retrouvée du jour au lendemain en train de faire des tableaux Excel pour la gestion des doses de vaccins, pour pouvoir les attribuer à qui, aux pharmaciens, à qui, aux médecins, etc. Et ces compétences, il faut aussi que nous les gardions. Il faut qu'on garde la mémoire de cette crise. Il faut qu'on en tire quelque chose. Ça, c'est l'objet de la deuxième mission. La troisième mission est extrêmement importante. Les conclusions m'ont été rendues. C'est un groupe de jeunes absolument formidable qui ont bossé
vraiment de manière remarquable. J'ai décidé de le confier à des jeunes qui ne sont pas des santé publiciens, qui n'ont pas l'expérience et l'expertise du terrain, mais qui ont un regard sur comment intéresser la jeunesse aux questions générales, non pas de santé publique, mais plus largement de bien-être, environnement, addiction, nutrition, sport, et comment on peut casser les codes de la communication habituelle en matière de santé publique pour aller toucher un public jeune qui, on le sait, est très volatile, qui se lasse facilement, qui utilise des nouveaux outils, qui a aussi besoin de s'approprier ces outils pour pouvoir développer leur propre politique de santé publique. Ces 3 missions-là, elles me sont rendues entre les semaines qui viennent de s'écouler et les semaines à venir. On va en faire quelque chose, à mon avis, d'extrêmement intéressant et de novateur. Vous verrez. Alors, l'hôpital reste une structure extrêmement pyramidale. Il y a un centre de gestion nationale qui gère les carrières de 45 000 praticiens hospitaliers plein temps et 5 000 temps partiel, plus les milliers de directeurs. Est-ce qu'un hôpital ne pourrait pas se débrouiller tout seul, organiser son business comme il l'entend? Il y a eu l'amendement Liberté en 1991 pour justement libérer l'hôpital. 2 hôpitaux seulement sur les centaines en France l'ont pris. On va revenir à ça, il faut qu'on puisse faire ce que l'on veut, qu'un hôpital puisse engager qui il veut, un directeur ou un médecin, un infirmier. Pourquoi est-ce qu'on a cette concentration autant rude, je dirais, dans l'organisation? C'est lourd. Ça ne va pas avec la flexibilité que demande One Health. Mais si la question qui est posée, c'est celle du statut de la fonction publique hospitalière, moi j'y suis très attaché à l'hôpital, pour beaucoup de raisons, historiques et pratiques. Les hôpitaux, ils ont la latitude pour pouvoir embaucher, et je dirais que leur problème principal en ce moment, parce qu'on est au creux de la vague démographique, ça va enfin commencer à s'améliorer, avec les premières sorties de promotion à 7 ou 8 000 étudiants. Mais aujourd'hui, le problème principal des hôpitaux, c'est pas de savoir qui ils vont recruter plutôt qu'un autre, c'est plutôt d'arriver à recruter suffisamment de médecins pour remplir les plannings de garde et faire tourner l'ensemble des services. Et moi, je suis régulièrement interpellé par des hôpitaux qui interpellent également les agences régionales de santé pour qu'on puisse les aider à identifier de la ressource médicale pour venir les aider dans une période qui est extrêmement compliquée, extrêmement tendue. En revanche, sur le sujet plus large de l'autonomie des hôpitaux, ce qu'on a constaté, c'est qu'en période de crise sanitaire, on les a sortis du Code des marchés publics, on en avait le droit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un hôpital a pu, du jour au lendemain, aller acheter des méga-tentes chez Decathlon pour doubler ses services d'urgence, pour avoir un service d'urgence ad hoc pour les patients Covid, distinct du service des urgences classiques. Tout le monde était tourné vers la même direction, traiter le Covid, sauver des vies. Les directeurs, les médecins, les soignants se sont parlé, se sont organisés. Les hôpitaux ont parlé aux cliniques comme jamais, d'ailleurs, beaucoup continuent à le faire et c'est tant mieux. Il y avait des représentants, j'ai assisté à des réunions territoriales avec les représentants de l'ordre des médecins, des syndicats infirmiers, l'hôpital du coin, la clinique, et l'URPS était représenté. Et tout le monde se parle et s'organise et commence à coopérer davantage. Ça, évidemment, il faut l'encourager et l'appuyer. Ensuite, ce que j'ai souhaité, finalement, c'est de rendre non opposable une partie importante du Code de santé publique en matière d'organisation des établissements de santé. Le maximum, en réalité. Regardez le pilier 3 du Ségur. Je dis aux hôpitaux, ceux qui veulent recréer des services, recréez-les. Ceux qui veulent garder les pôles, gardez-les. Ceux qui veulent les supprimer, pourquoi pas, supprimez-les. Revoyez les organisations de gouvernance, revoyez les compositions de vos commissions représentatives, faites turbuler surtout les acteurs sur le terrain. La pire des choses, ce serait qu'il y ait des décisions unilatérales prises dans chaque établissement. Il faut profiter de cette séquence avec le guide qui a été promu par Olivier Clarisse, que je remercie pour son travail exceptionnel. Dans cette séquence, il faut au contraire associer tout le monde pour se dire à quoi va ressembler notre hôpital demain. Il y a des modèles hospitaliers dans notre pays qui fonctionnent sur des organisations assez innovantes depuis un certain nombre d'années. Je pense à Valenciennes par exemple, où les gens sont assez satisfaits, même heureux de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Moi j'aurais voulu aller plus loin, Guy, j'aurais voulu sortir définitivement les hôpitaux du Code des marchés publics. Donner plus de liberté, plus de latitude encore. Le droit européen, pourtant Dieu sait que je suis européen, le droit européen nous l'interdit. Donc, tout ce que j'ai pu rendre non opposable, tout ce que j'ai pu rendre flexible en termes d'organisation, sans toucher au statut, parce que le statut, encore une fois, les médecins qui nous disent, et ils nous l'ont dit encore à travers le Ségur de la santé, ils sont très attachés à cette appartenance à la fonction publique. Je comprends. On a observé que les vétérinaires n'avaient pas été très suscités, en tout cas au départ, dans la pandémie, sur les tests et puis certaines actions de vaccination. Quelle collaboration comptez-vous développer entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, notamment avec Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, qui sera là en fin de matinée? Vous travaillez beaucoup ensemble? C'est le concept Une seule santé, le One Health, qui est d'ailleurs le thème de ce congrès, c'est très bien.
puisque la France va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier, et je vais promouvoir à l'échelle européenne cette politique de One Health, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de santé humaine sans traiter à côté la santé animale et la santé environnementale. La pandémie l'a encore illustré, mais on le savait déjà auparavant. C'est un objectif prioritaire pour l'Union européenne pour les années à venir. Les vétérinaires, moi je les ai associés quand j'ai pu, c'est-à-dire quand j'ai eu la démonstration que la capacité des laboratoires départementaux vétérinaires était de nature à rassurer tout le monde quant à l'adaptabilité de tests qui jusqu'ici se faisaient par pooling sur du bétail pouvaient se faire à l'unité chez l'homme. Donc ça a pris effectivement, je le reconnais bien volontiers, je crois que ça a pris 3 semaines. Guy, dans une période hors crise, s'il avait fallu se poser ce type de questions, ça aurait pris 3 ans. Donc les process ont été énormément raccourcis. Évidemment qu'on a vocation à travailler dans le domaine de la recherche, de l'innovation, de la formation, beaucoup d'enseignements. D'ailleurs, l'histoire de la médecine et l'histoire de la vaccination, si je ne me trompe pas, Jenner a développé la première vaccination, ce qu'on appelait la variolisation, oui, à partir du constat que les vaches développaient des poxvirus qui ressemblaient à s'y méprendre à la variole, à prélever un petit peu des vésicules, à l'injecter d'abord, je crois, chez des enfants d'ailleurs, historiquement, avant ensuite de développer la variolisation à grande échelle. Donc évidemment, cette interaction elle est fondamentale. La santé environnementale aussi. Ce midi, j'aurai un déjeuner avec des experts venus de toute la France pour parler de l'infertilité dans notre pays et du rôle des facteurs environnementaux sur l'infertilité. On se rend bien compte qu'il se passe des choses, qui sont sans doute des choses qui commencent à bas bruit et dont on ne veut pas voir les conséquences trop tard. Donc il faut développer les programmes de recherche et il faut développer les interactions entre les professionnels. C'est vrai que vous avez raison que pour le bacille de Calmette et Guérin était un vétérinaire. Absolument. Le BCG a été découvert par un médecin vétérinaire. L'inspection générale des finances et l'inspection des affaires sociales planchent sur un futur projet de répartition des rôles entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Quel nouveau rôle envisagez-vous pour ces 2 piliers de notre protection sociale? Comment vous revoyez les choses? Vous voulez me faire avoir des problèmes, Guy? Gros sujet. Moi, je suis très attaché à l'assurance maladie obligatoire. Je fais plusieurs constats. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'était The Economist, je crois qu'il l'avait écrit il y a 3 ou 4 ans, que la force majeure de notre système de santé, c'est d'éviter la dispersion des systèmes assurantiels. Aux États-Unis, je crois qu'un couple de l'Ohio de 55 ans paye en moyenne 50% de ses revenus pour pouvoir se soigner. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, on met plus de pourcentage de PIB dans la santé pour un résultat identique. Donc je crois très fortement à un système simplifié. Ensuite, je considère qu'il y a une place pour chacun des acteurs de la protection sociale, mais que le paysage évolue. On parle beaucoup de prévention, on parle de care management pour l'accompagnement des maladies chroniques, on parle de développement d'outils numériques, des dispositifs médicaux et autres, on parle de santé-sport, de santé bien-être. Tout cela est quelque chose d'un domaine dans lequel j'estime que des complémentaires santé ont vocation à s'impliquer peut-être de façon plus importante, plus prégnante. Et je pense que c'est un sujet d'avenir. De l'autre côté, je constate qu'avec la simplification des contrats d'assurance santé, avec les contrats responsables, la stratification qui s'est opérée, le reste à charge zéro qui fonctionne très bien, eh bien, le marché des complémentaires santé est peut-être moins concurrentiel, moins compétitif qu'il l'était. Pour autant, il reste encore très divisé avec plusieurs centaines d'organismes. Je constate aussi, et je le dis systématiquement, ils ne m'en voudront pas, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, que les coûts de gestion restent extrêmement élevés et qu'ils continuent d'augmenter pour les Français. Ce que j'ai souhaité en arrivant au ministère, c'est que, non pas pour en faire une preuve de concept, mais néanmoins je constate qu'en octroyant une prise en charge 100% assurance maladie pour toutes les dépenses Covid, les tests, les vaccins, la télémédecine, personne ne s'en est plaint. Oui, la télémédecine, on est passé de 10 000 actes par semaine à 1 million d'actes par semaine, en quelques jours. Pourquoi ? Il y avait des besoins, évidemment, parce que les gens ne sortaient plus de chez eux, c'était le confinement, ils avaient peur, mais aussi parce qu'on a fait quelque chose de simple. C'est profondément cham, ce que j'ai décidé sur la télésanté. On pourra faire par FaceTime, il n'y a pas de raison. On peut le faire par WhatsApp, il n'y a pas de raison. Pourquoi les infirmiers, pourquoi les kinés ne pourraient pas faire de la télémédecine? Ils l'ont fait. Ma mère a fait sa rééducation de prothèse de hanche par visio depuis sa petite maison au fin fond de la Provence avec son kiné. Ça lui a sans doute sauvé sa mobilité dans cette période compliquée. Mais il y a aussi cette simplification que j'ai octroyée avec un 100% assurance maladie. Si on avait dû demander aux Français de présenter leur carte complémentaire en visio, etc., ça n'aurait pas marché de cette manière-là. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de projet caché. Je ne suis pas en train de préparer la campagne, etc. Par contre, j'ai demandé, dans le cadre de la réflexion entamée par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, je leur ai dit, regardez aussi cette question-là, il n'y a pas de raison qu'on ne l'aborde pas. Je note que parfois, dans ce pays, il suffit de poser une question sans encore avoir la réponse et sans avoir de projet pour que ça soulève de l'inquiétude. Moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas provoque, mais plus il y a d'inquiétude, plus ça veut dire qu'il y a
un intérêt à regarder de près ce qui va se passer. J'entends bien. Alors, vous avez beaucoup échangé avec vos collègues européens, et finalement, n'est-ce pas par l'Europe que nous pourrons impulser une véritable politique One Health à la hauteur des risques qui nous menacent, plus que même par le national? Ou les deux à la fois? Il n'y a pas de bonne réponse sans Europe. On a eu du mal à se coordonner au début. Si j'avais eu du temps, je pourrais raconter la réunion à Rome, la réunion à Bruxelles. Ah oui, à Rome, ma première réunion internationale, ça faisait 6 jours que j'étais ministre, j'arrache un accord auprès de 8 pays frontaliers avec 6 points d'engagement. Vous savez comment c'est, les feuilles circulent pendant les réunions, les ministres sont à table et puis les équipes font circuler le truc. J'avais griffonné quelque chose sur un papier. Dedans, on se coordonnait sur la question, on ne fermait pas les frontières. Si on limitait les grands événements, on se coordonnait sur les transports, etc. Et tout le monde a signé. Et ça a tenu 24 heures, parce que le lendemain, un pays a commencé à dire « bah non, mais moi j'ai besoin de prendre cette mesure », etc. Et ensuite, on a appris ensemble. Moi, il n'y a pas un jour sans que j'ai au moins 2 ou 3 de mes homologues européens au téléphone pour partager des données. Hier, c'était le ministre autrichien qui me demandait le retour d'expérience sur la vaccination obligatoire des soignants, parce qu'il réfléchissait éventuellement à le mettre en place, etc. On travaille ensemble. Mais le plus bel exemple de réussite européenne, c'est la campagne vaccinale. On a commencé à 4 pays, on a commencé petit. Moi, je ne voulais pas qu'à 27, on aille voir les labos, parce que le temps qu'on se mette d'accord, l'épidémie aurait été terminée. On est parti à 4, avec l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. On a fait un premier contrat avec AstraZeneca, qui était le labo le plus mature en termes de vaccins. Et ensuite, on a filé le contrat à la Commission européenne, qui a permis de faire en sorte que l'Europe soit le continent le plus vacciné, le premier producteur de vaccins, et le seul continent au monde à exporter plus de 50% de sa production à l'extérieur. Ça marche, l'Europe. Alors, oui, on peut applaudir. Mais, pardon, et un autre point. Je vais porter, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'agence ERA, qui est une agence européenne de réaction et d'anticipation des crises sanitaires. Il y a un paquet législatif, il y a surtout des modalités pour faire en sorte que cette agence vive. Ce ne sera pas à la place des agences nationales, ce sera en plus pour nous permettre d'être plus efficaces. Parce que les instances actuelles, notamment l'ECDC, n'ont pas montré, en mon sens, suffisamment d'efficacité dans une gestion de crise comme celle-ci. Voilà. Alors, comme dernière question, justement, j'en viens à l'ERA, à la Health Emergency Response Authority, qui est en train d'être créée, qui est une bonne initiative, elle est européenne. Mais je prends un accident Périsol à Rouen ou AZT à Toulouse, franco-français. On n'a pas de GIGN sanitaire. Est-ce qu'on pourrait créer, sur le mode de l'ERA, une structure où il y a des pros au mobile, taillables et corveillables, dans la minute pour se rendre sur les lieux et guider le politique pour les décisions à prendre en cas d'accident agroalimentaire, industriel ou nucléaire, en France, par exemple? L'un des objets des missions que j'ai confiées, c'est quel savoir-faire nous avons besoin de développer et de conserver dans notre pays. Je prends un autre exemple, Lubrizol, du côté de Rouen. Je ne suis pas certain que les premières personnes appelées pour avoir des informations aient été les médecins du travail. Eh oui. Or, qui connaît le mieux les produits toxiques, les risques de mélange de ces produits et les dangerosités pour la santé que les médecins du travail? Quand vous avez une exposition d'une école à des vapeurs de produits pesticides utilisés dans les vignes, est-ce qu'on appelle les médecins du travail qui s'occupent des viticulteurs pour savoir quelle est la nature des produits? Quels sont les réflexes que nous avons acquis pendant la crise? Ils sont nombreux. Quelle est l'organisation régionale que nous avons mise en place pendant la crise? Ils sont efficaces, je le dis. Donc on conserve les savoir-faire pour l'avenir, on restructure ce qui doit l'être, pas en pleine crise sanitaire, après, à l'issue d'un rétex et d'un travail de fond sérieux. Mais oui, il nous le faut, de la même manière que je suis un fervent partisan de développer la santé environnementale dans les territoires. Il faut que dans les ARS, il y ait des personnes, davantage, qui soient capables de faire de l'information, de la formation, de la prévention. On le fait très bien désormais pour les femmes enceintes, mais aussi de l'interaction sur place. Il y a un risque d'émergence d'un cluster d'anomalies qui pourrait avoir une cause environnementale. Hop, on va directement faire un travail de synthèse sur le terrain. Aujourd'hui, on parle trop souvent par secteur ou par milieu. Oui. Vous avez un expert qui va vous parler de la qualité de l'eau, puis 2 jours plus tard, quelqu'un va vous parler de la qualité de l'air. Moi, je crois que quand il y a une catastrophe industrielle, il faut un médecin en blouse blanche qui assume et qui dise « Voilà l'état général de la santé tel que nous pouvons le définir, en toute transparence, comme nous l'avons fait pendant la crise sanitaire. » Je comprends. Mais alors, si j'entends bien, l'ARA ne s'occupera pas des accidents locaux, nationaux. Elle s'occupera de ce qui est transfrontalier. L'ARA, elle aura aussi un apport en termes de savoir-faire, de formation, de compétences et de développement de la recherche. Donc, il y aura forcément une interaction avec ERA pour toutes ces questions-là. D'accord, je comprends. Eh bien voilà, merci infiniment, merci d'être venu, Monsieur le Ministre, merci beaucoup.